Bienvenue dans Je range mon bureau numéro 88 et j'ai essayé vainement ce matin, de manière totalement improvisée, d'enregistrer ce Je range mon bureau un peu spécial via un live Twitch. Et puis en fait, il y avait quand même 2-3 personnes qui pouvaient le suivre, mais je ne sais pas pourquoi. Je devais avoir un problème de connexion ici chez moi, contrairement aux séances du lundi soir qui se passent bien maintenant. Mais le son et les images arrivaient de manière très saccadée, donc ça n'avait pas grand intérêt, et puis surtout je n'étais pas du tout sûr que ça serait enregistré correctement. Je décide donc de faire un Je range mon bureau classique, c'est-à-dire enregistré par mois, sans aucune interaction, sans public simultané en quelque sorte, ce qui aurait été l'avantage de Twitch. Mais enfin, je n'ai pas totalement renoncé à l'idée, j'arrive bien à faire des live Twitch tous les lundis soirs, donc un live Twitch, je range mon bureau, ça n'est que partie remise. J'en viens donc au livre dont je veux parler aujourd'hui, et c'est un peu compliqué parce qu'en ce moment j'ai la tête dans tous les sens, entre le travail administratif, pédagogique, 3 colloques en préparation. Le prochain, d'ailleurs, je vais communiquer, je vais parler de Patrice Nganang à Paris, mardi 24 mai au soir. C'est autour d'un symposium qui va durer 3 heures et qui réunit quelques spécialistes et Patrice Nganang lui-même. Et puis j'ai aussi des recensions à écrire pour Littéralut. Et il y a aussi la traduction du premier volet de l'autobiographie de Ngugi wa Thiong'o, dont j'aurais voulu aussi parler dans le numéro de ce mois-ci sur Littéralut. Donc voilà, donc j'ai tout ça, et puis évidemment au milieu de tout ça, je me dis, ma pile de livres à chroniquer ne cesse de s'épaissir, et c'est un peu problématique. Donc voilà, je voulais essayer de faire malgré tout le reste de mes tâches, essayer de faire une petite vidéo quand même, sachant qu'il y a dans cette pile des livres dont je vais avoir du mal à parler, dont je ne parlerai peut-être pas. Toujours le fameux Wunderland que je ne me résous pas à ranger et dont j'avais brièvement parlé, et ça il y a 3 mois, et la fin de la vidéo avait été coupée, et donc je sais que j'avais dit des choses intéressantes, mais je ne sais plus quoi, et malheureusement ça ne me revient pas. Et puis il y a Sorrowland de Rivers Solomon, alors j'en parle juste en début de vidéo, parce qu'il faudrait que je le refeuillette, que je le relise un petit peu, parce que je l'ai lu il y a quelques mois là aussi, et je voulais faire quelque chose de plus fouillé, et le problème c'est que quand on ne fait pas... on va dire le premier jet presque tout de suite, enfin moi quand je fais pas le premier jet presque tout de suite, ou si je me note pas un certain nombre de choses par écrit, eh bien ça y est, je deviens trop vieux et je n'y arrive plus. Donc là, je ne suis pas réellement en mesure de parler de Sorrowland sans avoir un peu préparé. Donc je vais laisser ça en stand-by, mais c'est pour dire que la traduction française de Sorrowland de Rivers Solomon vient de paraître, traduction de Francis de Guévremont aux éditions Aux Forges de Vulcain. Donc c'est l'occasion vraiment de signaler ça. Si vous voulez lire Sorrowland en français, allez-y, c'est Aux Forges de Vulcain. Je pense que je vais pas parler de ces livres-là, tant pis. Peut-être qu'on va réussir à faire une vidéo plus courte que d'habitude. Qu'est-ce qu'il y a comme livre sur cette pile et que je vais pouvoir ranger en débarrassant, sinon mon agenda, mais du moins un petit peu mon espace physique de travail, à tel point d'ailleurs, vous voyez que je ne suis pas dans mon bureau aujourd'hui, parce que là, ça déborde de tous les côtés. Il y a ce livre de mon collègue, c'est un livre qui n'est pas... Je ne crois pas que ce soit un livre très récent, non, il est de 2019. Ce livre de mon collègue Éric Costex, Georges Franju, L'image désincarnée, aux éditions L'Harmattan. Éric Costex est spécialiste de cinéma, et donc c'est un livre sur Franju, et c'est même un livre spécifiquement sur le film Les yeux sans visage, que moi j'ai vu il y a très longtemps, et dont Éric Costex livre une analyse fouillée, détaillée, médiologique en quelque sorte, véritablement cinématographique et médiologique, en 16 chapitres. Je peux vous lire les titres des chapitres. Au fondement de l'image, l'image désincarnée, c'est le titre du chapitre 2 et aussi de l'essai, la réalité de l'image, regard de l'au-delà, le lieu du crime, le miroir de l'âme, rendez-vous avec la mort, une première apparition, volte-face, c'est aussi par référence au titre d'un film dont Éric Costex dit qu'il est intertextuellement très proche, en fait qu'il est très influencé par le film de Franjus et le film de John Woo, volte-face, que je n'ai pas vu pour ma part. Un homme providentiel, une inhumation simulacre, les profanateurs de sépulture, femme fatale, un piège mortel, la descente aux enfers et fenêtre sur l'éternité. Voilà, ça c'est le sommaire, donc. Et en face, vous avez les ouvrages du même auteur. Je n'ai pas lu des livres sur Téchiné
et René notamment, et John Carpenter. Voilà, Eric Costex, c'est un de mes collègues, je le disais, hein, il enseigne le français à l'université de Tours, il fait partie du même laboratoire que moi, le laboratoire ICD, et donc j'ai lu le livre, alors en ayant des souvenirs très 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 lointains en fait du film, en n'étant pas du tout spécialiste ni du sujet, au sens du sujet médiologique presque, ni du réalisateur. Bon, évidemment c'était parfois un petit peu loin pour moi, mais il y a plein de choses qui sont assez intéressantes. Je vais vous lire 2 extraits brefs, page 109, page 219. Christiane tourne la tête vers son père, toutefois le réalisateur ne dévoile pas le visage défiguré conformément à une logique de rétention. À l'opposé de l'exhibitionnisme du cinéma fantastique contemporain, il évite l'horreur au spectateur. Dès que l'on pourrait entrevoir son visage, un plan de coupe l'escamote, réservant la monstruosité au seul personnage qui lui parle selon un processus d'ocularisation externe. En fait, le plus horrible, c'est le masque, comme le déclare Christiane. Mon masque me fait plus peur encore, parce qu'il représente tout ce qu'il cache, par le manque qu'il suscite, l'horreur absolue de la chair écorchée vive ou brûlée, une forme d'inhumanité qui terrorise, une étrange familiarité à l'instar de l'invasion des profanateurs de sépultures de Danzigl, 1968. Emblème de l'artifice, le masque fait peur parce qu'il évoque l'hybridation, l'homogénéisation, l'indifférenciation, l'angoisse de la fusion caractéristique du complexe de castration, l'absorption par une nature hostile, phallique, castratrice, pré-oedipienne, qui enceint ses victimes dans son utérus pour les digérer, représente l'horreur absolue, la perte de l'existence. Je ne lis pas plus avant, mais il y a 2 choses là-dedans, je pense, qui sont à creuser. C'est le fait que le fantastique, on va dire, contemporain, ce qu'il appelle le fantastique contemporain, a tendance à montrer l'horreur, alors que Franju ne montre pas le plus horrible, on va dire, en termes graphiques, en termes visuels, et je pense que bon, c'est aussi à modérer parce qu'il y a quand même, si on regarde, alors c'est pas une question d'horreur, mais c'est une question quand même de quelque chose d'extrêmement difficile à voir, mais c'est le sujet justement du film Freaks, qui est très très antérieur au film de Franju, problématise justement ça, c'est-à-dire qu'il faut montrer les personnages qui étaient les véritables freaks de Barnum, il faut les montrer justement comme des êtres humains et on ne va pas les cacher. Donc il y a quand même toujours une espèce de tension entre ces 2 pôles-là et je ne suis pas sûr que l'opposition diachronique soit entièrement justifiée. Franju, certainement, ne montre pas tout. Quasiment à la même époque, il y a dans les premiers films de Polanski, par exemple, des éléments qui jouent avec ces 2 pôles, c'est-à-dire le plus affreux peut-être n'est pas montré, mais des choses affreuses sont montrées quand même quand elles relèvent du fantasme. Donc c'est intéressant et c'est à creuser. Et à la page 219, m'étais-je noté... Pourquoi j'avais noté 219 Non, c'était pas ça en fait. Ah oui, c'est sur la question des... Oui. C'est 220 en fait. Bas de la page 219, haut de la page 220. Cinéaste iconophile, Franju représente l'invisible tout en figurant une violence sous-jacente, une horreur poétique se dévoilant dans la vie ordinaire. Toutefois, distincte du catholicisme, sa représentation du mal s'imprègne de la réalité biologique. De la même manière que Dieu a besoin du Christ pour se faire connaître auprès des hommes, la scène traumatique de l'ablation du visage est nécessaire pour que le mal puisse être efficacement représenté. Avec les yeux sans visage, Franju engendre une séquence fondatrice, crée une matrice, un mouvement propagateur générant d'autres icônes autant efficientes que l'originelle, comme Hitchcock avec la scène emblématique de la douche de Psychose. En isolant cette figure pour en faire le sujet même de leur film, John Woo dans Volte-Face, ou Pedro Almodóvar, La piel que habito, réalise une déclinaison grammaticale de cette syntaxe filmique, la transforme en archétype constitutif de l'inconscient collectif des cinéphiles. Voilà, 2 extraits très brefs, puis je les ai totalement sortis de l'argumentation générale, mais bon, de cet essai d'Eric Costex sur le cinéma de Georges Franju, en particulier sur les yeux sans visage. On enchaîne avec le dernier Lobo Antunes que j'ai lu. Alors, ça n'est pas le dernier Lobo Antunes, mais c'est le dernier Lobo Antunes que j'ai lu. Je l'avais acheté d'occasion à Paris en février. J'ai beaucoup parlé en fait de ce livre, ou plus exactement beaucoup parlé de Lobo Antunes dans les live Twitch justement du projet Ulysse Centenaire. Donc si vous allez farfouiller dans la chaîne Tanner45, dans la playlist Ulysse Centenaire, bon, vous retrouverez éventuellement ça. Je pourrais essayer d'aller vous redire dans quel live spécifiquement j'en ai parlé. Mais voilà, l'idée c'était un peu que
au même moment où je suis en train de lire, et là j'ai quasiment fini maintenant, l'Ulysse de Joyce, il y avait cette espèce d'idée que finalement l'audace formelle, l'invention formelle for the sake of it, en quelque sorte gratuite presque, l'emphase, l'exagération des procédés, qui est présente dans Ulysse, qui est une sorte presque d'épuisement moderniste et d'épuisement expérimental, me semblait un petit peu fortuit, ou gratuit, pas fortuit, mais gratuit, tourné un petit peu à vide. Et c'est intéressant parce qu'au même moment, je me suis replongé un peu dans Lobo Antunes, dont j'ai lu énormément de livres par le passé. Et celui-là, je ne le connaissais pas. C'est son, je crois, quatrième roman et le deuxième qui a été traduit en français, si je ne m'abuse. Et c'est, comme dirait le docteur, tiens, pour faire une référence au cinéma aussi, au cinéma de représentation, un petit pont avec la présentation rapide du livre d'Éric Costex. Et donc, ce livre qui fait partie des premiers en fait de Lobo Antunes est absolument génial. Moi je ne le connaissais pas, je l'ai lu, il fait pas loin de 600 pages, il a été co-traduit en fait par Geneviève Leibrich et Pierre L'Église Costa, très très bien traduit, autant que je puisse en juger, mais ça a vraiment l'air très bien traduit. Et en fait il représente déjà des tentatives expérimentales narratives très fortes de la part de Lobo Antunes, qui donc a pu, à un moment donné, dans les années 2000, on peut considérer dans les années 2000 qu'il est allé vraiment très loin dans son principe d'expérimentation, de croisement des voix, de polyphonie, d'épuisement de motifs obsessionnels et de répétition de motifs obsessionnels. Mais tout était déjà en germe dès les premiers livres, dès le cul de Judas dans une moindre mesure, mais aussi ici dans Fado Alexandrino. Et donc Fado Alexandrino, c'est une histoire qui réussit à parler à la fois du Portugal des années 70, mais aussi des guerres coloniales, de la révolution des œillets et du retour de tous ces soldats qui, parfois avec des grades très élevés, sont revenus, ont été démobilisés, sont revenus souvent vraiment in extremis, de manière complètement inattendue, au Portugal, quand le nouveau gouvernement démocratique et de gauche a décidé en fait d'accorder l'indépendance aux colonies, et ne se sont jamais réellement en fait adaptés ou réadaptés. Et en fait, on voit des personnages masculins qui ont été complètement détruits en fait par leur expérience militaire, ou qui sont peut-être d'eux-mêmes peut-être des figures problématiques, des salauds comme on pourrait dire, et qui donc un soir, une dizaine d'années après environ, se retrouvent pour une nuit de retrouver. Enfin, c'est une espèce de réunion des anciens militaires, des anciens soldats, qui se retrouvent et donc ils échangent leurs souvenirs dans des espèces de monologues intérieurs, monologues extérieurs, on ne sait pas très bien, ils se parlent, tout n'est pas très réaliste parce qu'en quelques heures ils n'ont pas le temps de se raconter tout ça, et par des chapitres qui alternent en fait les personnages. Et donc en fait, c'est vrai qu'il y a ces quatre personnages principaux, ces quatre personnages qui chacun en fait ont vécu des choses similaires, ont pu se croiser à un moment donné, ont eu des existences parfois assez radicalement différentes à leur retour. Un certain nombre d'entre eux sont rentrés avant la fin de la dictature et donc se sont retrouvés corrompus ou perçus comme corrompus aux yeux du nouveau régime. Certains d'entre eux se sont retrouvés pris au contraire dans le système de purge, c'est-à-dire que c'est eux qui ont été chargés de purger l'armée de ses composantes réactionnaires ou fascistes ou liées à l'ancien régime, etc., etc. Et donc le roman, il met tout ça en scène, et bien, il met aussi beaucoup la sexualité problématique de ces personnages en scène, jusqu'à un dénouement qui a lieu quelques chapitres avant la fin, et qui est que leur nuit de beuverie, qui commence dans un lieu, je ne sais plus très bien, dans un restaurant, puis qui finit en fait dans une boîte de nuit avec des prostituées, etc., puis se termine vraiment dans un troisième lieu qui est le logement de l'un d'entre eux. Ça se finit mal. Voilà, il y en a un des quatre qui est tué par l'un d'eux. Et la question est de comment se débarrasser du corps. Bon, j'ai spoilé, mais c'est pas tellement un problème, parce qu'en fait, de toute façon, l'événementiel spécifique du récit, c'est-à-dire de ce qui se passe pendant cette nuit-là, n'a à peu près aucune importance. Ce qu'il ne faudrait pas spoiler, et j'en serais bien incapable, c'est toute l'histoire de ces différents personnages par le passé, en fait, dans l'analepse, dans le flashback, dans le retour sur les événements de leur vie respective. Et donc, voilà, sur cette trame-là,
ce que fait Lobo Antunes, et qui est pour moi beaucoup plus parlant et beaucoup plus émouvant et d'une bien plus grande, j'allais dire valeur, non, d'un bien plus grand intérêt littéraire pour moi. Je vais garder cette terminologie subjective, parce que valeur, ça veut dire que je me sens en capacité de distribuer les bons points et les mauvais points, et c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne, mais d'un bien plus grand intérêt littéraire pour moi que Joyce, qui même quand il manipule magnifiquement le langage, les points de vue, les structures narratives et la polyphonie, semble le faire par pur exercice de style. Alors j'exagère beaucoup, mais moi ce qui me plaît énormément chez Lobo Antunes, c'est que ça n'est jamais un exercice de style. Ce sont des histoires qui parlent de la masculinité, qui parlent de la guerre, qui parlent de la dictature, qui parlent de tout un moment très particulier de l'histoire du Portugal aussi, et ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important pour moi, en fait. Voilà. Alors, je vais avoir du mal à lire un extrait en particulier. J'ai corné des quantités de pages. C'est très difficile de lire Lobo Antunes. Enfin, plus exactement, c'est très difficile. Je l'ai fait pour ce livre-là, juste avant, mais c'est vraiment pas possible de le faire non plus. Mais bon, j'ai vraiment du mal à extraire un passage, parce que effectivement, ça se creuse sur des pages et des pages et des dizaines de pages. Et il y a à chaque fois chez Lobo Antunes une unité, qui peut être de 25-30 pages, qui peut être de tant de paragraphes, etc. par chapitre. Mais les chapitres sont très réguliers, en fait. C'est-à-dire, là, les chapitres, ils font tous entre 15 et 18 pages à peu près. Et donc, c'est un peu difficile de choisir un extrait. Bon, je vais choisir un passage descriptif, et les passages descriptifs sont toujours très fortement subjectifs, projectifs en quelque sorte chez Lobo Antunes. Début du chapitre 9. C'est le chapitre 9 de la deuxième partie, parce qu'il y a, je crois, c'est 3 parties de 12 chapitres. Il y a une espèce comme ça de régularité aussi de composition, qui est une composition assez épique dans les romans de Lobo Antunes, au sens de la poésie épique, je veux dire, avoir une espèce de construction en chant un petit peu. Après le mur fissuré du jardin en planches et en pierre, d'autres jardins, tout aussi étroits et tristes, des toits, des pans de murs, de somptueuses antennes de télévision, les arbres verticaux très hauts du Campo de Santana, immobiles dans la nuit, les contours flous des immeubles tout autour. Je fermais la fenêtre avant de me coucher et je sentais la volaille s'agiter dans le poulailler. J'apercevais les pattes ouatées d'un chat sur le toit de zinc. Je voyais les choux briller dans l'obscurité, presque noirs, presque bleus, avec leur superposition de volants métalliques arrondis, les enseignes lumineuses clignotaient au loin. Un de ces jours, je m'installerai dans la chambre qui donne sur une rue dépourvue de mystère. Je dormirai au milieu des crayons, des cahiers, des poèmes et des poupées, et je viendrai ici en pyjama, secrètement, regarder les légumes pousser sous la terre, comme les poils de la barbe, regarder l'énorme cœur, violent et sourd, de la ville, soulever et abaisser le plancher, régler l'intensité des odeurs et des sons, fixer la distance entre les objets et la paroi grinçante de ma poitrine oppressée. Je viendrai ici en cachette, regarder les choux se gonfler dans l'ombre, grandir, s'arrondir, fleurir, recouvrir la maison, crever avec la force tumultueuse de leurs racines le revêtement de la chaussée, renverser avec leurs tiges les réverbères, les charrettes et les triporteurs des vendeurs ambulants, dévorer les arbres et les immeubles flous du Campo de Santana, assécher le fleuve, envahir les usines sur l'autre rive avec leurs escargots gigantesques et leurs immenses parasites gélatineux, emprisonner les mouettes et transformer la mer en une immense plaine de basalte, parsemée de bateaux défunts, dans les cratères de laquelle bouillonneront de loin en loin des éruptions lunaires, poussiéreuses et enrhumées. Donc là, de la description, on va dire, d'un univers, d'un monde qui est un monde étroit, qui est un monde dans lequel le personnage est enfermé, souffre, on a cette espèce de projection progressive vers le futur, un jour je m'installerai, et surtout cette espèce d'hallucination soudaine dans laquelle les choux, et alors, le motif des choux dans le jardin potager revient à plusieurs reprises, et là le motif des choux, ça devient des sortes de oui, presque d'extraterrestres animés qui viennent tout engloutir, en fait, et donc qui deviennent gigantesques, et avec une véritable logique, parce qu'ils envahissent les usines avec leurs escargots gigantesques. C'est-à-dire que c'est vraiment les choux qu'il y a dans le jardin qui, finalement, finissent par conquérir le monde, ou par écraser le monde, en fait. Donc c'est à envahir l'espace, même. Donc l'écriture a comme ça une espèce de fonctionnement
à la fois de répétition, d'itération, et puis soudainement d'explosion, d'éclatement. Soudainement, tout ce qui était réprimé éclate. Et Lobo Antunes était psychiatre, enfin était médecin, et je crois qu'il était peut-être psychiatre ou psychanalyste, je ne sais plus bien. Il y a toute cette dimension-là, mais qui n'est pas du tout justement une dimension psychanalytique conceptuelle. C'est vraiment dans une espèce d'exploration magnifique de l'écriture, une approche très poétique, pas au sens de la poésie, mais au sens de l'expérimentation, de la création, de l'élaboration. Bon, moi, Lobo Antunes, c'est pour moi un des très grands. Je n'ai pas tout lu, mais pas loin. Il y a quand même facilement 25 ou 30 romans quand même. Voilà. Et le Fado Alexandrino de Lobo Antunes, j'ai même pas dit quand ça avait été publié, j'ai donné les traducteurs, Pierre Lévis Costa, Geneviève Leibrich, publié en 83 au Portugal et en 87 chez Albin Michel pour la traduction française. On continue dans un tout autre genre, ce livre au temps sublime de Louise Amada D, c'est un pseudonyme, et Louise Amada D est, à ce qu'on nous en dit, c'est aux éditions de la Peuplade, maison d'édition canadienne, et donc Louise Amada D, c'est une Canadienne d'origine guinéenne, c'est à peu près tout ce qu'on nous en dit, née en Guinée en 1987. Elle est artiste visuelle et autrice, elle vit au Québec, Au temps sublime est son premier roman. Et alors ce qui est intéressant en fait, c'est dans la construction du livre, c'est, comment dire, parce que j'ai lu un petit peu en dehors pour essayer de comprendre un peu comment ce texte avait été fait. Donc c'est une plasticienne, dont on ne connaît pas l'identité, elle publie sous pseudonyme, et qui avait commencé à tenir à un moment donné le journal de ses orgasmes. Et donc, le journal de ses orgasmes, ça s'appelle Journal de mes orgasmes, ça, c'est de la page, ça commence à la page, je ne vais pas dire de bêtises, 110 quelque chose, 105, un truc comme ça, et ça occupe toute la deuxième partie, jusqu'à la page 230, donc c'est 120 pages sur un livre qui en compte presque 240, mais c'est pile la moitié, et c'est suivi d'une troisième partie très brève qui s'appelle L'Armor Nuit, et précédée d'une première partie qui s'appelle Désastre. Et en fait, au départ, elle avait écrit le journal de ses orgasmes, le journal de mes orgasmes, et je vais vous lire des extraits, vous allez voir, c'est très explicite, c'est attention, PG-18, bon, interdit aux moins de 18 ans. Elle a soumis ce texte à des éditeurs qui ont dit que c'était très bien, mais qui en fait ont travaillé avec elle et lui ont dit qu'en fait il fallait que ça devienne un roman, il fallait faire de ce journal de ses orgasmes une partie d'un roman. Et donc elle est partie de cette idée-là, et elle a écrit toute une première partie qui est une sorte de journal d'une année de vie à Montréal, je crois, d'une jeune femme. Donc c'est un roman, donc voilà, il n'y a pas d'identification réelle à l'autrice, puis de toute façon l'autrice est sous pseudonyme, donc tout ça n'a aucune importance. Et donc elle a écrit toute cette situation, tout ce journal qui finalement prépare au journal des orgasmes et qui situe cette jeune femme qui finalement revient après un amour malheureux, après une rupture, et après aussi un refus une impossibilité d'émigrer en Europe, se retrouve en quelque sorte perdu avec ses souvenirs, perdu dans la ville avec ses souvenirs, avec sa douleur, à déménager, à d'abord habiter dans un lieu totalement vide, par dépannage en quelque sorte, puis ensuite à déménager dans un autre appartement. Et donc c'est une sorte de récit de ses errances, de ses atermoiements, de ses inquiétudes, qui prépare en fait le journal des orgasmes, qui est une énumération de descriptions d'orgasmes. Et ça se termine par une troisième partie qui est L'Armor Nuit. Alors c'est un livre qui est complètement déconcertant parce qu'il n'y a effectivement pas réellement d'histoire, pas réellement de fil conducteur, si ce n'est la perception du monde, et la perception surtout de son corps, par une narratrice. Et j'ai trouvé ça très déroutant, et je pense que ce qui est très intéressant, c'est que c'est un livre qui à la fois n'est pas du tout qui va à l'encontre d'un certain nombre de clichés sur la sexualité féminine, donc ça c'est, je pense, quand même très intéressant, le fait qu'il y a une certaine radicalité aussi dans l'expression du plaisir, de la jouissance féminine, et c'est évidemment pas du tout fait dans un contexte, complaisant, facile à absorber, facile à assimiler,
absolument pas pour être véritablement un objet de consommation par un lecteur hétérosexuel masculin non plus. Il n'y a pas du tout de male gaze derrière ça. Et donc, ça veut dire que c'est très radical et donc c'est difficile d'accès aussi de ce point de vue-là. Et c'est ce que j'ai trouvé bien d'ailleurs, c'est que ça me reste un peu fermé en tant que comme homme hétérosexuel, etc., est intéressant, je trouve, en soi, et ça participe en fait du geste que constitue le livre. Alors je vais vous en citer 2 extraits, je vais vous citer un extrait de la première partie quand même, puis je vais vous citer un extrait du journal des orgasmes. Qu'est-ce que j'ai noté ça, je ne sais plus. Je m'étais noté des pages, qu'est-ce que j'ai fait moi? Pour les orgasmes, je n'ai pas préparé, mais j'en avais noté plusieurs. Bon, il y en a certains sont très courts. Hein. Allez, je vous lis le début du chapitre « Mais » dans la première partie, « Désastre ». N'était-il pas drôle comme un petit pan de rue pouvait se détacher du reste de la ville? Je regardais la rue de notre premier été. Les arbres fleurissaient et gazouillaient avec allégresse. Déjà des feuilles aux arbustes. Les sensations se rapprochaient. Il a plu, je me remémore mes errances dans le quartier, je rentrais, mon amour m'attendait. La nostalgie m'a quitté avec la fin de l'hiver, comme une pelure en trop. Les lieux brillent encore d'un éclat surréel, mais je les tiens à distance. La brûlerie Saint-Denis était déserte, les gens flânaient aux terrasses. J'avais retrouvé mon coin près de la porte vitrée. Dehors, je voyais les arbres frêles, un semis de samarre, une clôture en bois, un mur de briques, un coin de ciel ensoleillé. En rentrant du travail, je me dirigeais vers la rue U avec l'espoir que ces cerisiers en fleurs exhaleraient le parfum suave qui me replongerait dans l'été. La rue était sombre, les fleurs frileuses m'éblouissaient. Je retrouvais le coin où H avait pleuré. H, c'est son compagnon avec qui a rompu avec elle plutôt. J'avais courtisé l'amour en essuyant des larmes sur un visage bouleversé, son inquiétude quant à l'avenir. Je partirai pour mon festival, je reviendrai, H s'en irait quelques jours plus tard. Le lendemain, juste avant mon départ, je lui avais écrit en signant « Je t'aime ». Cette saison fulgurante de 6 semaines avait été la plus belle de ma vie. Il avait plu souvent, j'avais lu, je m'étais découverte, nous avions traîné dans des cafés, fait l'amour, puis la déchirure d'un départ, la séparation, l'impossibilité de nous réconcilier avec cette saison où tout avait été possible. Je m'étais promis de ne pas trop ressasser le passé. Je passais devant l'édifice où l'été précédent, j'avais rejoint H à un congrès. C'était déjà plus gris mort, moins charmant. Et je vais vous lire un ou plusieurs passages du journal de mes orgasmes, 2e partie de ce livre, Autant sublime, aux éditions La Peuplade. J'ai été souillé par une phrase magnifique en amont de l'orgasme. Le plaisir est un orage qui foudroie les draps défaits. J'écris en attendant le métro, dépouillé des images que mon plaisir a éveillées. Mes sensations sont le plus souvent des choses mystérieuses, fugaces et impénétrables, indissociables de l'instant. Page 196, à présent. Dans la chambre flotte un sinueux parfum de rouge et de blanc emmêlé. Fraîcheur de ma cyprine neuve et mémoire de mon sang, à fleur de poil. Le sang imprègne encore mon sexe, c'est une odeur charnelle. L'éjaculat, dans la vieille couverture, exhale de fauves relents d'urine. L'odeur blanche, orageuse, émane de ma cyprine. Dehors il pleut, la nuit est calme. Les voisins remuent avec mes cris, puis se rendorment. La ville, exsangue derrière mes murs, sommeille, pendant que je me hisse à la cime du plaisir. L'orgasme roule, mort, écimé, au chevet du silence. Et dernier extrait, page 231. Une chose souveraine, mystérieuse et retentissante se cristallise dans mon con. Je contracte follement mes jambes, je supprime l'entrecuisse, mon sexe s'enténèbre. L'orgasme blanchit dans un étau, je crie. J'entends un léger craquement dans ma nuque au moment où mon corps se soulève avec l'orgasme. Le cri se prolonge en un chuchotement saccadé, ma voix raclant des débris de plaisir. Je fornique rageusement dans mes cendres. Je n'ai pas précisé d'ailleurs à propos de ce livre que le personnage, la narratrice, l'autrice des orgasmes et des poèmes ou des textes ou du journal des orgasmes, des chroniques des orgasmes, est aussi écrit tout ce livre en filigrane, en étant influencé
par des livres de Violette Leduc. Alors moi, j'ai jamais lu Violette Leduc, donc ça sera certainement à faire, mais je le signale parce qu'il y a peut-être des personnes qui vont se dire « Ah tiens, en plus, c'est sous influence de Violette Leduc, ça m'intéresse. » Voilà, donc il fallait que je le signale. Tiens, j'enchaîne avec un Annie Ernaux que j'ai lu récemment. Ça, c'est le Quarto Gallimard qu'on a depuis une éternité. J'en ai lu un certain nombre dedans. Et puis l'autre soir, ça doit faire 2 ou 3 semaines maintenant, Annie Ernaux était l'invitée spéciale de la grande librairie que je regarde rarement parce que Bunel m'exaspère, mais bon, peu importe, il fait pas du si mauvais travail que ça au demeurant. Et donc là, bon, c'était l'invité spécial et unique, et donc tout un entretien autour de son dernier livre, bon, qui a l'air très mince quand même. Et il y a 2 livres, je crois, il y a 2 publications. Peu importe, et je me suis surpris, tout en écoutant l'entretien, à aller chercher le Quarto et à commencer de lire La femme gelée, qui est un livre de 1981 que je n'avais jamais lu. Et comme je me suis laissé prendre par la lecture, eh bien je l'ai lu en entier. Je ne vais pas vous parler en détail d'Annie Ernaux, de La femme gelée, etc. Je vais me contenter de lire un extrait parce que déjà la vidéo va être assez longue. On avait l'impression de se laisser aller, de jouer un rôle qui intellectuellement nous gênait aux entournures. Ça ou la solitude, le problème était toujours le même, la mocheté du réel. On la taisait, les humiliations de filles, ça se garde, comme si on était fautive. Qu'on les méritait, l'humiliation, qu'on soit responsable de tout, des dépucelages manqués, des nuits incertaines. Est-ce que ça s'appelle coucher, ça? De leur grossièreté à eux? Des litotes honteuses tout au plus, si tu savais ce qu'il m'a proposé. Parfois, le souffle d'histoires effrayantes passe sur nous, Michel Larousse, celle qu'on voyait toujours avec Machin, suicidée au barbiturique, et Jeannette, un seau de sang, ça aurait été des jumeaux. On ne se lasse pas des détails chuchotés avec de l'eau savonneuse. La fatalité. L'homme, libre, salaud, indifférent, comme ça lui chante, nous étions toutes d'accord. Et en même temps, absurdement, espérer qu'il existe quelque part un homme qui ne sera pas la planche pourrie habituelle, le piège prévu, oh l'amour fou, la prédestination surréaliste, je marche à fond. Il y aura un homme qui m'aime, m'évitera tous les pièges et toutes les humiliations. Villa Borghese, des maboules me faisaient des gestes ridicules derrière les statues. Piazza Venezia, il y a eu l'insulte de ce dragueur de touristes. Pourquoi tu ne veux pas? Tu as tes règles? Et tous ces hommes chiens à nous suivre, mon ami et moi, dans les jardins du Prado. L'homme qui me défendrait des autres, définitivement. Le temps file. Propé, première, 2e année de licence. Prof, ça approche. Quelques filles se promènent ouvertement la main dans la main avec un garçon, disparaissent des cours. Quelquefois, elles reviennent avec le fameux air distant et entendu. Elles sont mariées. J'ai un peu moins de mépris. Extrait donc de La femme gelée d'Annie Ernaux, exploration principalement en fait, toute la fin que je trouve un petit peu moins réussie finalement, c'est toute la maternité, les sacrifices liés à la maternité, le fait que finalement le père elle s'éloigne de plus en plus du père parce qu'il assume de moins en moins en fait ses tâches de père. Et c'est bien, mais j'ai trouvé ça moins bien que le début, enfin toute l'enfance qui est sur l'enfance prolétaire, on va dire, une enfance un peu libre, en dehors un petit peu des clichés de genre, et donc elle explique qu'elle n'a pas été élevée comme une fille et qu'il y a plein de choses qu'elle n'a pas tout comprises et qui l'ont mise en porte-à-faux avec pas mal de filles de sa génération. Et ça, c'est super intéressant aussi. Voilà, La femme gelée, c'est dans le Quarto Écrire la vie. Je ne sais pas s'il est encore disponible. Et on va finir, parce qu'aujourd'hui, j'ai pas assez de la forme pour parler des autres livres, je l'ai dit, par un des derniers recueils, je pense, enfin le dernier gros recueil, en tout cas gros livre, de Pierre Vinclair, qu'on n'arrête plus, qui publie des essais et des poèmes, et des recueils de poèmes. C'est aux éditions Flammarion, l'éducation géographique. Et moi, j'avais surtout découvert Pierre Vinclair il y a 2 ans, je crois, je finis par tout confondre, avec son merveilleux livre collectif La Sauvagerie, et depuis j'ai lu un certain nombre de choses
qu'il avait publié avant, j'ai suivi ce qu'il publiait depuis, et je pense que dans ce livre-là, il y a une sorte de pendant, alors plus individuel, plus personnel, plus autobiographique aussi, pas au sens où il parle tellement, si, il parle beaucoup en fait d'événements, où ça part beaucoup d'événements de sa vie réelle, mais un pendant plus individuel finalement, et plus esthétique peut-être aussi, à la sauvagerie. Et bon, je suis un petit peu, enfin je trouve ça un peu en deçà de la sauvagerie pour moi. Il y a des, bon, c'est aussi, il y a énormément de poèmes, c'est vraiment une somme, c'est une grande masse, dans lesquelles notamment il revisite un certain nombre de figures poétiques, de figures artistiques. J'étais très content de rencontrer toute une longue allusion filée au sein d'un poème à Katalin Molnar, qui est une écrivaine qui a publié vraiment un seul livre chez POL dans les années 90, Quant à jeu, mais qui a été un livre très très fondamental, enfin fondateur pour moi, et il en parle, donc ça j'étais très content de lire ça, et donc voilà, donc il y a un certain nombre de reprises dans une sorte de, comment dire, de croisement entre des références intertextuelles, presque des sortes de grands ascendants ou de grandes ascendantes, hein, dans la mesure où il se situe Winkler cherche à se situer aussi dans une lignée aussi de créateurs et de créatrices, et une lignée qui est extrêmement hétérogène et extrêmement éclatée, donc ça n'est pas une lignée au sens généalogique, mais donc il y a tout ce côté-là, et où c'est sans arrêt lié à des pérégrinations, à des lieux. Moi, ça continue de beaucoup m'évoquer le Butor du génie du lieu, notamment. Je crois que j'avais déjà risqué cette analogie, et je crois que Pierre Winkler n'était pas tellement d'accord, mais bon, ça voilà, c'est quand même une impression que j'ai, et même stylistiquement, il y a certaines formes poétiques dans ce recueil de l'éducation géographique qui moi je trouve, font que dans mon expérience, c'est quand même assez pertinent, et chez moi c'est un compliment, parce que je place vraiment Butor très haut. Donc en tant que recueil, j'ai trouvé que c'était un petit peu disparate quand même, et pourquoi pas après tout, hein, mais voilà, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas l'espèce de cohérence vraiment merveilleuse du projet global de la sauvagerie, avec la structure, la référence à Maurice Sèvres qui est elle-même extrêmement structurante, et puis l'exploration des formats contraintes aussi, qui est moins nette ici. Il y en a, mais qui est moins nette ici. Donc j'ai été un petit peu plus sur ma faim, c'est exagéré, hein, parce que ça reste un recueil extrêmement fréquentable. Et je pense, alors j'ai hésité un petit peu entre vous lire un extrait de la l'ode Olds à Penang, où il est question de Sharon Olds, hein, donc c'est dans lequel oui, c'est dans c'est notamment dans un voyage en avion. Bon, et je vais plutôt vous lire en fait le début du 23e grand poème. C'est un peu construit comme j'ai l'impression un petit peu construit aussi comme les cantos de Pound, un petit peu, sachant que cette 23e section, elle se compose quand même, alors ce sont des poèmes doubles à chaque fois, hein, construits en double heptave. Il y a deux septins à chaque fois, donc c'est 2 fois 7 vers à chaque fois, et il y en a 7. Bon, allez, je vais tout lire, c'est pas grave. J'ai pas besoin d'être en forme pour lire, donc même si ça dure 3 minutes de plus que prévu, c'est pas très grave. Virginia Blooms. Virginia Blooms, c'est évidemment c'est évidemment, je ne sais pas si c'est si évident que ça, c'est Virginia fleurie, hein, s'épanouit, mais c'est aussi les pousses, j'arrive même plus à retrouver le mot pour bloom, tout va bien, les fleurs en fait, hein, les fleurs de Virginie, donc voilà. Et c'est aussi le lien entre Virginia et Virginia Woolf, bien sûr, et Leopold Bloom aussi. Vous allez voir, il y a d'autres larrons célèbres dans l'histoire. Elles apprennent à lire compter au salon, aux bibliothèques penchées après les heures d'école, sous massives étagères noires entre chinois, 2 tabourets de bois en horses, ne portant crinière, mais couvertes par une cape pilou-pilou, que retiennent splendeurs et misères des courtisanes, homo sacer, châtiment, la pensée du roman.
Je vis maintenant à Londres, je marche dans la ville de Virginia, dans la ville où Virginia blooms, William Blake's London Blues, dans la ville où Virginia waked, dans la ville où Virginia worked. Elles ont laissé les ruines de cabanes, pareilles à des cousins castors dehors, cendriers remplis, mégots qui ne fument plus. Depuis longtemps, la table basse en verre où sont posés des livres pas ouverts, choses qui s'assemblent sous nos mains et se séparent sans mots, sans effort. Always to be doing work that one did not wish to do, and to do it like a slave, flattering and fawning. Not always necessary, perhaps, it seemed necessary the stakes were too great to run risks. Animal trouvant moyen de rassasier l'esprit, sous les joues les jours, après emploi du temps scolaire, demande une voix sous pile de livres recommandés par maîtresse, maître. Des pensées nous connaissent, rentrant le ventre, nous glissant dans leur costume, on demande « Mais alors de quoi vivait Virginia Blooms ?» Enseigne la grammaire à la semaine, comme un droit de manger. William Blake dans un musée. Enseigne la petite philosophie à la semaine. Le métro prend le métro, traîne, ramène ton droit de manger. Elle qui sauva, en mots joués neutralisés, je préfère taper le crâne des filles à coups de verre, 3 fois, essaie de changer de métier, en vain. Lorsque le labeur terminé, je glisse avec elle un chemin, vers où l'hier elle grimpe en arbre, poussant des cris de singe. Un héritage, dit Virginia, a dévoilé mon ciel. Pense-y aussi quand tu te vends le mort aux dents. Ce sont toujours les livres qui devraient travailler pour nous laisser chanter. Je fais une parenthèse. Cette dernière notation dans le poème, elle m'évoque aussi quelque chose que Lobo Antunes dit dans un livre d'entretien, ce qu'il dit de Joyce, justement, d'Ulysse, et que j'ai découvert à la faveur de ses live Twitch, parce que c'est quelqu'un qui me l'a fait découvrir, parce que j'ai jamais trop lu en fait les chroniques ou les entretiens de Lobo Antunes, et il y a cette idée-là, c'est le livre qui doit s'écrire lui-même, c'est le livre doit être, et Lobo Antunes dit le livre doit être intelligent, pas l'écrivain, pas son auteur. Et il reproche justement à Joyce de montrer trop son intelligence et de pas que le livre ne soit pas assez intelligent presque, et que la marque permanente de l'intelligence de l'auteur y soit trop présente. Ouais, donc ça c'est vraiment une idée, et je sais que c'est pas ça du tout que dit Pierre Vinclair, là, mais ça me fait penser à ça, puisque moi je suis dans ça, et dans ce dont je vous ai parlé aussi plus tôt. Ce que nous ne savons pas faire par l'enfance, nous touchons les animaux. L'agenda les éduque et les groupe, longue machine à analyser la bête intérieure, à former l'esprit des limaces anticipées, aux pédagogues tristes qui nous offraient néant, que le poème défait comme vos lacets. Et dans 100 ans, the nursemaid will heave coal, Virginia blooms, et elle, at what time did she marry? What was her house like? Had she a room to herself? Une herbe folle a envahi les beer gardens. Les amateurs de stout rougissent les bords du parc écarlate sous les balles de cricket. Volant de badminton qu'envoient les enfants, peu empêchés par leur ample tunique blanche, c'est l'Aïd avec des chichas, pas la fin du travail, on célèbre. Quand viendra l'heure de l'orientation, choisissez ce que choisissez, tant que Virginia blooms, cats do not go to heaven, women cannot write the plays of Shakespeare. Et maintenant, petite fille, au boulot. Professeur à l'appel du proviseur Bip. Les grands philosophes dessinent de puissantes alternatives. Les chansonniers exultent la la la. Les pongistes jouent, comptez 7 mots, 7 strophes, 7 vers, pour mesurer un an en semaine tranchée, dans la bouche heure beurrée de phrases, jouée inouïe offerte à quelques approfondissements grammaticaux. Papa, papa, que dirait Virginia? Écrivez des livres qui crient, de joie à l'extérieur. Quand vous rentrerez fatigué du travail salarié, elle ne parle pas. Virginia blooms. Donc c'est très, comment dire, visuel aussi, hein, il y a toute la disposition, je vous disais, 7 poèmes en 2 parties, hein, à chaque fois avec des sétins, donc des strophes de 7 vers, et donc
le dernier poème que je vous ai lu révèle une partie de la contrainte de création, puisque à chaque fois il y a 7 mots par vers dans la partie supérieure, dans la première partie, donc ça veut dire que ce sont à chaque fois des sétins de 49 mots, 7 au carré. Voilà, mais ça c'est bon, c'est juste très important, mais c'est la fabrique un petit peu, qui est donnée un petit peu en coda. Voilà, bah écoutez, j'espère que bien que ça soit très visuel aussi comme poésie, je voulais donner un petit peu à entendre. Ouais, bah finalement j'ai beaucoup parlé par rapport au peu de livres. J'ai parlé que de 5 livres, j'ai parlé 3/4 d'heure. C'est vraiment l'horreur, hein. Je suis incapable de faire court. Je crois que plus je suis fatigué, moins j'arrive à synthétiser. C'est un peu compliqué. Bien, malgré tout, bonne journée et merci de votre attention.